Je voudrais commencer par remercier la présidente de la FTPE Saint-Martin, Madame Jeanne Augias-Van de Poel, pour m'avoir invité pour cette conférence sur le RSI. Je ne demanderai pas de saluer mon ami Alan Naga, même s'il n'est pas là ce soir, président de la FTPE Guadeloupe. Et je voudrais surtout saluer le travail qu'il a entrepris depuis très très longtemps pour les entreprises. Et je suis d'autant plus à l'aise puisque pendant une très longue période, j'ai été moi-même vice-président de la FTPE en Guadeloupe à ses côtés. Donc je connais très bien le travail effectué par toutes les structures de FTPE Outre-mer. Et je peux vous dire que si les FTPE Outre-mer n'étaient pas en activité, je ne sais pas ce que nous serions devenus, nous, chefs d'entreprise indépendants. Je voudrais saluer aussi M. Philippe Négré de la Martinique. On t'a salué tout à l'heure, mais c'est un plaisir personnel et un honneur de te saluer parce qu'on a eu l'occasion de travailler en Martinique ensemble, sous la responsabilité aussi, là aussi, de M. Dagan. Donc, on sera amené à travailler à nouveau en Martinique très bientôt. Je profite pour saluer Madame Sabrina River, directrice d'Initiative Saint-Martin. Merci de votre présence. Et je ne terminerai pas mes remerciements si je ne partage pas une sensibilité à une personne présente ici. J'ai beaucoup d'amitié pour lui, on a déjà fait un travail énorme. C'est quelqu'un pour qui j'ai un respect immense. Il s'agit de M. France Akramel. Je vous demande de saluer. Je ne terminerai surtout pas mon introduction si je n'ai pas une pensée très forte pour des personnes qui souvent sont dans l'ombre, mais qui abattent un travail essentiel. Il s'agit de nos secrétaires dans nos associations. Je profite pour saluer ma secrétaire, Françoise, qui je le dis, si nous n'avions pas, plutôt je parle de ma secrétaire, si je ne l'avais pas à mes côtés, j'avoue que j'aurais été perdu. Donc félicitations à nos secrétaires. Merci de la présence des autres personnalités et chefs d'entreprise et soyez salués en vos grades et qualités. Avec votre permission, je voudrais marquer un petit instant de silence et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ça me tient à cœur et c'est très important. Merci pour ces quelques secondes de silence. Merci pour eux. Pourquoi je vous ai demandé de marquer ce temps de silence? Je vais vous donner un chiffre. 187. Ça vous dit peut-être rien, mais nous, ça nous parle. C'est la moyenne des suicidés chez les affiliés du RSI. Pas un mot des instances sociales ni du ministère de la Santé. Et pourtant, quand il y a des suicides dans les administrations françaises, tout de suite, on met à disposition des familles endeuillées et de leurs collègues soit une cellule d'écoute ou soit une prise en charge. Ici, commerçants et artisans 187, agriculteurs 193, marins-pêcheurs un peu plus de 50, voilà la moyenne par année du nombre de suicidés chez les indépendants. Et le récit va encore plus loin dans son mépris pour la mort. Il demande parfois aux huissiers de continuer à racler les fonds de tiroir chez les ayants droit. Donc c'est pour dire que ces personnes-là n'ont aucune moralité et ce soir, croyez-moi, je ne suis pas venu pour les caresser dans le sens du poil. Question, puisque le RSI n'hésite pas à prélever les ayants droit, je vous pose la question, le suicidé perçoit-il encore une retraite après sa mort? Parce que si on prélève de l'argent pour la retraite, il faudrait bien que la personne puisse en profiter. Or, quand je crois que lorsqu'on est rentré dans la tombe, on ne peut plus, on n'a pas d'activité. Mais bon, ça, ils auront à en répondre très bientôt. Être indépendant a toujours été le Graal pour une personne qui décide librement, soit par vocation ou soit par nécessité de travailler sans contrainte de patron. Mais au lieu d'être heureux au travail, pour la moitié des indépendants, c'est un véritable cauchemar et ce n'est pas près de s'arrêter.
On va commencer par faire la genèse du RSI. Et je vais tenter de parler lentement pour les personnes qui sont plus anglophones que francophones, pour que nous puissions tenter de donner le maximum d'informations. Il ne s'agit pas pour moi d'être vindicatif, mais je serai très accusateur parce que j'ai énormément de choses à reprocher au RSI. En 2005, M. Renaud Dutreil, sous le gouvernement de Raffarin, propose de rassembler les trois caisses, la CANAM, l'organique, la CANCAVA, dédiées aux indépendants, ce qui représente la retraite, la maladie, la maternité, les invalidités de décès, et en une seule structure. En 2006, le RSI prend naissance. Nous, les indépendants, nous avons trouvé cette idée formidable. Aujourd'hui, je persiste encore à dire que c'était une très bonne idée. Malheureusement, cette simplification qui devait normalement soulager les indépendants dans leurs obligations sociales s'est transformée en un monstre bureaucratique et la Cour des comptes l'a même qualifié de catastrophe industrielle. Quand nous avons gratté le vernis, nous nous sommes rendus compte que nous avons été piégés dans notre accord de rassembler tout en une seule caisse, puisque certains éléments mis à notre disposition indiquent qu'en 2005, l'URSSAF, je dis bien l'URSSAF, puisqu'en 2005, le RSI n'existait pas, c'est l'URSSAF qui gérait les trois caisses, l'URSSAF était endetté de 7 milliards. De 7 milliards. Nous avons demandé une certification du compte de l'URSSAF, et croyez-moi, jusqu'à ce jour, on nous a retourné aucune réponse. Et on ne recevra pas de réponse. On le sait déjà. Vous comprenez aisément pourquoi ils ont fait au pas de charge cette fusion. Parce que si l'URSSAF ne pouvait pas apporter la preuve que son déficit était comblé, l'URSSAF aurait disparu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rassemblé les trois caisses en une seule, à tel point que quand vous émettez des chèques depuis 2006 pour vos cotisations au RSI, ce chèque est débité directement sur le compte de l'URSSAF. Ça ne passe même pas par la caisse RSI. C'était juste pour combler le déficit de 7 milliards. Autre épisode de la légalité ou de l'illégalité du RSI. Certains avocats, comme Maître Éric Rocheblave, se sont penchés sur la question. Et quelle fut notre surprise de voir la condamnation du RSI par les tribunaux de Limoges, de Bordeaux et de Nice pour le motif que le RSI était dans l'incapacité d'apporter la preuve qu'il est une mutuelle, car seuls les mutuelles inscrits aux mutuelles de France peuvent collecter de l'argent en vertu de l'article L411-1 du Code de la mutualité. C'est-à-dire que le RSI, à ce moment-là, était dans l'illégalité de pouvoir collecter de l'argent parce que seuls les mutuelles inscrits aux mutuelles de France avaient le droit de le faire. Donc, devant ces condamnations, le RSI qui se trouve dos au mur n'avait pas d'autre choix, puisque le RSI est une entreprise avec un numéro de sirène, je dis bien avec un numéro de sirène, ils n'avaient pas d'autre choix que de contourner cette enclume et de demander à la sécurité sociale de lui octroyer une DSP, une délégation de service public. Je vous pose la question, si, quand le RSI a vu naissance, s'il n'y avait pas de problème de fonctionnement, posez-vous la seule et unique question, pourquoi le RSI a été chercher une DSP? Il se trouve que le RSI a commis une deuxième erreur quand il a cherché cette DSP. C'est qu'il n'a pas respecté l'arrêt pour ces pistes qui oblige la mise en concurrence, puisque sous cette DSP, le RSI était seul postulant, alors que la loi oblige que pour aller sur une DSP, il faut être au minimum 2. Le RSI était tout seul, donc cela constitue une deuxième illégalité. Là encore, pour se sortir de cette situation, le RSI s'est arrangé, parce qu'il faut savoir qu'il y a des lobbies qui sont très puissants
autour du RSI. Le RSI s'est arrangé pour faire voter une ordonnance qui a démarré depuis 2006 et qui n'a pas été appliquée partout, puisque dans certains départements, alors il faut savoir qu'avec l'ordonnance, le RSI pouvait exercer. Mais il y a des départements où ça n'a pas été appliqué et où il n'existe que décret préfectoral et sur présentation des statuts. Alors, ce qui se passe, c'est que le RSI, pour que nous puissions bien nous comprendre, le RSI qui avait plein de problèmes, les lobbies se sont arrangés pour avoir une ordonnance qui lui permette de fonctionner, mais normalement, si l'ordonnance était une ordonnance sincère et juste, ça aurait dû être applicable sur tous les territoires d'outre-mer. Or, l'ordonnance dit bien qu'il doit exister je dis bien un RSI par département et par collectivité. Or, j'apprends à Saint-Martin, vous n'avez pas de structure du RSI à Saint-Martin. Donc normalement, cette ordonnance-là aurait dû obliger le RSI à mettre chez vous une structure pour pouvoir vous permettre de poser des questions parce que vous avez d'énormes problèmes. Je pense que là, c'est un mépris au peuple saint-martinois, puisque normalement, vous avez des inquiétudes, vous avez des revendications, et à chaque fois, vous n'avez personne pour répondre à vos questions.